Viaduc des Fades, Réseau Ferré de France estime qu'une campagne de restauration étalée sur 3 étés reviendrait à 3 150 000 euros. La souscription en cours ne parviendra jamais à réunir une telle somme. Va-t-on attendre que ce magnifique pont soit réduit à l'état d'épave pour qu'on se décide enfin à trouver une solution? En fait, il y a plusieurs problèmes. Est-ce que la ligne peut être réouverte par Réseau Ferré de France, la ligne Volvic-La Pérouse, ou pas? Et puis, deuxièmement, même si elle n'est pas réouverte, est-ce qu'on peut restaurer et sauver ce patrimoine qu'est le viaduc des Fades? Sur la première question, c'est Réseau Ferré de France et la SNCF qui ont la réponse. Sur la deuxième, la région est partie prenante. Lorsque, il y a un an, je suis venu sur le viaduc ou sous le viaduc pour fêter son centenaire, j'ai indiqué que la région participerait à la restauration de ce magnifique ouvrage. Il y a quelques semaines, j'ai pris l'initiative d'écrire à tous les partenaires pour leur demander s'ils étaient d'accord pour un tour de table avec la région. Autrement dit, nous allons, nous, région, participer significativement à réunir les crédits nécessaires pour la réhabilitation de ce viaduc des Fades. Pour autant, le problème du train qui passe dessus n'est pas réglé. C'est donc, vous l'avez compris, un autre sujet. Je suis surpris sur les sommes investies dans des infrastructures qui n'en valent pas la peine. L'aéroport d'Aulnat est déficitaire depuis de nombreuses années. La ligne Paris-Clermont a subi une amélioration de vitesse qui sert à peu de choses, car nous n'avons gagné que 6 minutes. Nous allons encore faire une autre tranche de 200 km/h pour gagner encore 2 minutes, pour quelques millions d'euros. Pourquoi ne pas globaliser ces sommes dépensées sur le projet du TGV pour gagner environ 1 heure à 1h30 ? Cette question m'amène à relativiser la notion de déficitaire qui renvoie à celle de rentabilité. Tous les équipements ne peuvent pas être rentables au sens économique, c'est-à-dire où les recettes couvrent exactement les dépenses. Avec un tel raisonnement, la région et l'ensemble des collectivités peuvent renoncer à 90% de ce qu'elles font. On peut voir disparaître tous les aéroports de la région d'Auvergne, fermer les 3/4 des lignes. Non, il faut voir l'utilité économique, sociale et environnementale. L'aéroport de Clermont est absolument indispensable à l'activité économique de notre région. Je rappelle que c'est un aéroport d'affaires où 80% du trafic de l'aéroport de Clermont est un trafic d'affaires et Michelin tient une part très importante dans celui-ci. La disparition de l'aéroport entraînerait le départ du siège de Michelin. Est-ce que par ailleurs, sur les voies ferrées, on pourrait laisser à l'abandon les voies classiques pour se préoccuper du TGV? Là aussi, ce qui paraît simple ne l'est pas. La voie ferrée ordinaire est absolument indispensable pour les trains et la desserte régionale, pour les trains régionaux et pour les trains interrégionaux, les corails intercités, et puis les transports express régionaux. Et les coûts, de toute façon, sont sans commune mesure avec les travaux ou la réalisation de lignes grande vitesse. Pour vous donner une idée, 1 kilomètre de ligne grande vitesse, c'est 20 millions d'euros. Sur les 20 millions d'euros du kilomètre, 7 millions d'euros sont demandés aux régions actuellement, soit pour la région Auvergne, environ 700 millions. Ce que nous faisons pour moderniser la voie classique est sans commune mesure, et de toute façon, le TGV, lui, n'est pas fait pour une desserte des petites gares, même des gares moyennes. Voilà le tableau général. Alors, par contre, par ailleurs, nous nous efforçons de faire venir, mais c'est une autre question, je crois, le train à grande vitesse, le wagon jusqu'à Clermont, pour prendre le relais d'un Théos à bout de souffle. J'ai lu dans La Montagne que vous envisagez de louer des rames TGV pour améliorer le confort par rapport au corail. Or, il me semble, après avoir emprunté les deux modes de transport, que le confort corail est au moins égal, voire supérieur au TGV. Si vous le désirez, nous pourrions faire l'essai ensemble. Alors, l'essai, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous avons un Théos qui n'est qu'un corail modernisé. C'est un matériel qui est totalement à bout de souffle et qui est dans l'incapacité de tenir jusqu'à l'arrivée du TGV, au mieux en 2025. De cela, la SNCF est parfaitement consciente.
Comme par ailleurs, des lignes TGV ont été fermées dans le nord de la France, il y a plusieurs mois, j'ai demandé à Guillaume Pepy, le président de la SNCF, s'il y avait possibilité de, non pas pour la région de louer, mais pour la SNCF de mettre sur la ligne Clermont-Paris, Paris-Clermont, du matériel devenu disponible. Il m'a répondu à cela qu'il mettait un groupe de travail en place, dont je fais partie, qui se réunira la première fois le 19 mai et qui nous permettra d'examiner la faisabilité. Faisabilité d'abord, est-ce que la SNCF a du matériel disponible, même en ayant fermé des lignes dans le Nord, comment elle en rouvre d'autres? Ce n'est pas évident. De plus, le premier matériel, les matériels de première génération en TGV sont aussi actuellement quasiment prêts pour la réforme. Et la SNCF, qui vient de perdre 1 milliard d'euros sur ces lignes, et notamment TGV, a du mal à acheter le matériel neuf absolument indispensable. Deuxièmement, il y a des contraintes particulières lorsqu'on fait circuler un TGV, et notamment une qui est tout à fait inconnue, c'est que même si le TGV roule à la vitesse d'un train normal, Réseau Ferré de France fait payer le péage du train à grande vitesse, qui est 30% supérieur au coût d'une ligne ordinaire. Donc tout ça doit être examiné, nous allons le faire. Et si nous souhaitons donc que les rames TGV soient sur cette ligne, une le matin, une le soir, sur des liaisons directes, c'est pour plus de confort, parce que le TGV est quand même beaucoup plus confortable, pour une question d'image, et parce que de toute façon, matériellement, le TEOS ne peut pas tenir la distance, et que notre devoir est d'anticiper. 14 vice-présidents, 47 conseillers, cela fait un vice-président pour 2 conseillers. Quelle est la raison de cet encadrement surabondant? Si le département adopte la même structure d'encadrement, les coûts de fonctionnement des collectivités territoriales pèseront lourd sur le citoyen. En fait, 14 vice-présidents, c'est un vice-président de plus que dans le mandat précédent. Et c'est exactement ce que prévoit la loi, car ce n'est pas le président ni le conseil régional qui définit le nombre de vice-présidents possibles, c'est la loi. En Auvergne, nous pouvons en avoir 14. Alors vous dites, si dans les départements on faisait la même chose, ça coûterait très cher. En réalité, dans les départements, on met le maximum partout. Prenez le cas du Puy-de-Dôme. Il y a 11 vice-présidents pour 600 000 habitants à peu près, ou un peu plus, dans le Puy-de-Dôme. 14 vice-présidents pour la région qui a 1 337 000 habitants. Est-ce que c'est anormal? Si je prends maintenant le plus petit des départements, le Cantal, il y a 8 vice-présidents pour 140 000 habitants, la population de Clermont-Ferrand. Est-ce que s'il y en a 8 pour 140 000, on ne peut pas en avoir 14 pour 1 337 000? Et je pourrais continuer ainsi ma démonstration. De plus, un vice-président ou une vice-présidente, c'est fait pour être présent sur le terrain, pour, au niveau des départements, pouvoir représenter la région, pour pouvoir porter une politique. Croyez-moi, nos vice-présidents travaillent énormément. Tous les lundis matins, ils se réunissent pendant 3 heures, 3-4 heures, pour ensemble gérer les affaires régionales. Ils sont très très présents sur le terrain, et une part de notre succès au régional vient de cette proximité que nous avons organisée avec les citoyennes et les citoyens. Voilà, donc en plus, croire que ça coûte cher à la collectivité est une erreur. Les indemnités des élus sont plutôt modestes. Un vice-président par rapport à un conseiller régional coûte environ 400 € de plus par mois. Vous regardez ce que ça donne sur l'année, 4 800 € sur un an. Est-ce que même si on supprimait 4 ou 5 conseillers vice-présidents, on modifierait les équilibres d'un budget de 663 millions? Certainement pas. Donc voyons le service que peuvent rendre ces vice-présidents à la collectivité et par la proximité à la démocratie et aux citoyens.